La matinale de la mode. Vous m'entendez? Oui. 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 Donc, bienvenue à la matinale de la mode organisée par la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Donc, je suis Anne Landreguet, en charge du service international avec Hervé Huchet, qui est également dans le Teams ce matin. Hervé, tu es là. Nous avons également Mathias du service communication qui est présent. Tiffany Fang du service international de la Fédération, François-Marie, délégué général de la Fédération. Je me permets de souligner leur présence pour vous rappeler que même en confinement, on se tient à votre disposition pour vous accompagner. D'ailleurs, nous avons lancé depuis le début du confinement un groupe sur Telegram, le Telegram de la mode. Donc, c'est un groupe qui permet aux dirigeants d'entreprise d'échanger sur les différentes problématiques et d'être au courant des actualités qui nous semblent importantes à partager. N'hésitez pas à nous demander le lien après le Teams si vous ne faites pas partie de ce groupe. Je profite également de ce matin pour vous annoncer que nous allons lancer un petit post sur ce groupe Telegram qui s'appellera les Télégrammes de l'International. Ces posts seront rédigés par Lambert et Associés, par la Connexion Mode et Ten Lines Consulting, donc sur les différents marchés que sont notamment les États-Unis, la Chine et le Japon. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour traiter du sujet du jour qui est très simplement un point de situation sur les principaux marchés de l'habillement, États-Unis, Chine, Japon. N'hésitez pas au cours du Teams à poser vos questions sur le chat en précisant le pays sur lequel vous souhaitez plus précisément une réponse et indiquer si c'est sur les trois afin que nos trois intervenants puissent vous répondre si besoin était. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour les États-Unis, Hélène Anoumlanza, qui est Chief Operating Officer de Lambert et Associés. Pour le Japon, Hélène, tu es là? Oui, je suis là. Extra. Merci d'être là. Pour le Japon, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Klein, qui est le CEO de la Connexion Mode. Olivier, tu nous fais un coucou? Oui, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci de ton invitation, Anne-Laure. C'est nous qui vous remercions. Pour la Chine, nous avons le plaisir d'accueillir François-Victor Noir, qui est le conseiller export du bureau de Business France à Shanghai, en Chine. Bonjour à tous. Victor? Oui, je vous entends. Extra. Je vous fais un petit rappel d'usage. Simplement, pour le confort de tous, n'hésitez pas à éteindre vos micros si vous n'intervenez pas. On vous laissera un petit temps de parole et d'échange à la fin du Teams. Je vais donc successivement passer la parole aux différents intervenants. On va poser la même question à chacun des intervenants et laisser un temps de réponse assez court de façon à ce qu'on puisse traiter des différents sujets et répondre à vos questions à la fin du Teams. Donc, première question, je m'adresse à Olivier pour le Japon, Olivier Klein pour le Japon. Quelle est la situation actuelle au Japon? Les magasins sont-ils ouverts? Les sites internet continuent-ils de fonctionner et de livrer? Alors, pour ce qui est du Japon, tous les magasins sont actuellement fermés depuis le 6 avril, avec toutefois un bémol qui est que on ne peut pas, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas la possibilité pour le gouvernement japonais de forcer, d'avoir un confinement et de mettre des amendes en cas de non-respect du confinement. Certaines régions du Japon les plus touchées, tout est pratiquement à l'arrêt. Il ne reste que les convenience stores, les magasins d'alimentation qui sont ouverts. Dans d'autres régions qui ne sont pas trop touchées par le Covid-19, il y a certaines boutiques sont encore ouvertes. L'état d'urgence a été non obligatoire, encore une fois, a été décrété le 6 mai, donc le 6 avril avec beaucoup de retard. Il devait se terminer le 6 mai et il semblerait, je dis bien il semblerait parce qu'il s'agit d'une information qui a été relayée par la presse japonaise hier soir, que le confinement soit prolongé d'1 mois. On le saura probablement à l'après la Golden Week, puisqu'au Japon actuellement c'est la Golden Week. En temps normal, de toute manière, tout est fermé en dehors des boutiques retail, des activités de retail. Mais ça ne serait pas une très bonne nouvelle si c'était confirmé.
Voilà. Après, si vous avez des questions, je m'arrêterai là. Parfait, merci beaucoup Olivier. Je vais reposer la même question à Victor concernant la Chine. Donc un petit point de situation, s'il te plaît. Alors pour la Chine, donc en fait on est un peu en décalé avec le reste du monde parce qu'on a été les premiers touchés, mais on est aussi les premiers à redémarrer. Donc là, la fin du confinement est effective depuis fin mars, donc depuis maintenant presque plus d'un mois. Même à Wuhan, qui était le cœur de l'épidémie, depuis le 15 avril, tout est à nouveau presque rentré dans l'ordre. Donc depuis, on a un chiffre là, le 8 avril, il y avait à peu près 82% de la capacité normale du pays qui était en fonctionnement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à plus de 90%, mais c'est pas pour autant que tous les voyants sont au vert en Chine. La Banque mondiale là, vient de réviser la croissance chinoise de 6,1 à 2,3. C'est quand même une chute vertigineuse, sachant que 6% en 2019, c'était déjà un petit peu problématique pour le développement du pays. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les secteurs les plus touchés sont bien entendu le retail, le tourisme et les entreprises exportatrices et de production plus globalement. En ce qui concerne notre secteur, c'est aujourd'hui à peu près 95% des magasins de mode et d'accessoires de mode qui sont à nouveau ouverts. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à un niveau d'activité normal. Les premiers chiffres remontent petit à petit après ce premier mois de réouverture et on est à peu près, donc on est dans des niveaux de fréquentation et d'achat qui sont 50 à 60% inférieurs aux niveaux normaux, enfin, du moins d'avant-crise. Voilà, pour la situation globale, on pourra rentrer peut-être plus dans les détails après. En tout cas, les premières conclusions globales macro, c'est qu'il va y avoir une concentration du secteur, il va y avoir je pense, une vague de merging après la reprise, et les plus petites structures ont beaucoup souffert et ont des excédents de stock, ont des difficultés logistiques et ont des grosses pressions sur leur trésorerie, mais ça, je pense que ça devient un peu worldwide comme problème. Merci beaucoup. Hélène, pour les États-Unis, je te pose la même question. Quelle est la situation actuelle? Allô? Quelqu'un? Ah, ça marche plus? Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Il y avait un On vous petit entend. problème technique, je pense. Alors, Pardon, excusez-moi, je reviens. J'ai été expulsée de la réunion. J'ai raté le. oui, et moi, je pense qu'il y avait un problème technique. Bon, alors, en fait, je disais que forcément, les États-Unis, c'est un peu pareil que la Chine et le Japon, la façon que c'est fermé. Mais il y a quand même une ouverture assez rapidement qui est en train de se passer. Une première ouverture dans les États Texas, Georgia et Florida, qui va se faire cette semaine, le 1er mai. Et après, les autres États vont suivre autour du 15 mai. Mais c'est une ouverture petit à petit où ils vont commencer de pouvoir faire des retails partiels ou des drive-in ou sur rendez-vous dans des retail stores. Mais encore une fois, c'est vraiment traité État par État. Et le gouvernement a décidé que c'est les États qui vont vraiment décider s'il peut ouvrir ou pas. Pour vous donner quelques idées des chiffres, forcément, comme partout dans le monde, les retails, c'est difficile pour l'instant et le secteur le plus touché, c'est quand même le prêt-à-porter et l'accessoire qui est très touché par cette crise avec une estimation de réduction un peu pareil à 50% du retail sales cette année. Alors, c'est très difficile et c'est très difficile pour les petits retailers qui sont spécialement frappés par la crise parce que aussi, on peut toucher ça après, mais il y a un problème de prêts, ce que le gouvernement met en disposition pour les petits retailers, c'est compliqué. Et ils sont très frappés par la crise. Après, forcément, tout ce qui est online a été augmenté.
Et c'est quelque chose, heureusement, il y a le online business qui marche quand même. On voit que les retailers aux États-Unis se sont beaucoup appuyés sur Instagram pour pouvoir pousser les ventes et les promotions via Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Mais ce qu'on voit pour la session à venir, c'est que les budgets d'achat pour les retailers va être en forte réduction, entre 25 à 50% de réduction sur le budget d'achat. Et c'est les premiers chiffres qu'on est en train de collecter. On est à peu près d'accord. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, on a à peu près les mêmes chiffres, effectivement, sur des budgets d'achat réduits, sur une interrogation grand magasin Select Shop. Ouais. Retailers, si on en reparlera, je pense, un peu plus tard, mais je pense qu'on va être sur un 50% et sur une spécificité de produit tout à fait particulière. Exact, mais c'est intéressant de comparer ces différents coins dans le monde parce que peut-être c'est la même tendance qu'on va voir. C'est la même tendance, oui. Alors, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Hélène, pour ta réponse. Je vais redonner la parole à Olivier pour la question suivante. Quelles sont les mesures prises pour aider la consommation et ou les retailers? Alors, j'avais pas dans mon point numéro 1, j'avais pas cité quelques chiffres et je sais que certaines personnes sont intéressées par les chiffres. Au Japon, c'est la même chose à peu près que dans les autres pays. Sur une enquête qui a faite sur 205 boutiques, on est aujourd'hui à 33% de baisse sur le prêt-à-porter à mois pour mois et 40% sur le prêt-à-porter. Et un point qui est important, parce qu'on va revenir, j'imagine, dessus un peu plus tard, c'est le problème des ventes du printemps, le Spring Item Sales, et ça va probablement amener à une réflexion, je pense, dans les questions qui vont suivre et que tu nous as soumises, Anne-Laure. Au Japon, c'est pas un pays qui aide beaucoup, hein, il faut le savoir. Il y a au niveau personnel, au niveau des personnes, ils vont faire une aide d'à peu près 100 000 yens, ce qui va correspondre, disons, à 8 000 euros par personne physique. J'ai pas d'informations particulières sur des incitations fiscales qui auraient été données pour le moment, mais ça peut exister. Mais en tout cas, je n'ai pas croisé l'information pour l'instant, que ce soit dans la presse économique ou dans la presse professionnelle. Il y a certains, alors pour ceux qui connaissent un peu le Japon, dans les fashion buildings, qui sont aujourd'hui qu'on appelle les fashion builds, qui sont aujourd'hui le centre de vente et qui sont en compétition avec les grands magasins, certains groupes de fashion build ont décidé de mettre une croix sur les loyers, de ne pas faire payer les loyers sur les mois de mars et d'avril. Mais ça reste extrêmement limité. Voilà. Grand magasin, la situation est catastrophique. D'accord. Est-ce que tu veux nous en dire d'ores et déjà un peu plus? C'est-à-dire sur les grands magasins? Sur les grands magasins. Sur les grands magasins, c'est déjà un point extrêmement épineux. Je crois il y a eu déjà des discussions à ce sujet-là. Ça ne fait qu'empirer. Donc, on sait déjà depuis 6 mois, 1 an que les grands magasins japonais, je ne sais pas ce qu'il en est, Hélène, des grands magasins américains, doivent se reconstruire sur d'autres services qu'ils doivent apporter à leur clientèle. Là, la situation, elle est vraiment très, très compliquée. Il y a eu un regroupement il y a 5-6 ans des chaînes de grands magasins 2 par 2, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste grosso modo 5 groupes de grands magasins. Mais là, ça n'a pas répondu à la problématique. Et là, on est en train d'assister à une situation particulièrement compliquée. Mais vraiment très compliquée. Et qui va là, négative. Mais bon, comme il y a les fashion building à côté, on ne sait pas exactement comment ça va se repositionner à l'issue de cette crise.
Merci J'ai pas beaucoup. les chiffres sur les grands magasins. On Je est, sais que les ventes sur Tokyo ont baissé de 35%, 34,6 exactement. Et 77% en avril au 16 avril, sur la ville de Tokyo. c'est très impressionnant. Victor, pour la Chine, je te repose la même question. Quelles sont les mesures prises pour aider la consommation et ou les retailers? Alors sur la Chine, depuis le début de la crise, il y a eu le lancement d'un plan de soutien massif sur différents niveaux. Alors évidemment, en premier lieu sur tout ce qui concerne la prévention et le contrôle de l'épidémie. Donc là, il y a des moyens considérables qui ont été, on parle en centaines de milliards de yuan. Mais pour venir plus au secteur qui nous intéresse, pour les retailers, toutes les taxes ont été différées et l'État a peu ou prou imposé aux landlords la réduction des loyers sur les mois où il y a eu des fermetures. Ça va peut-être même être prolongé sur les premiers mois de reprise qui sont encore un peu timides parce que interconnexion avec le monde, parce que l'Europe et les États-Unis sont à l'arrêt et que en fait, si ça repart en Chine, ça repart pas complètement. Donc ça, c'était des mesures quand même assez fortes quand on sait le coût des locations d'espace dans les malls, dans les plus grands malls chinois. Ça a permis un petit peu aux retailers de respirer. Donc ça, c'était pour les retailers, le soutien aux retailers. Au niveau des consommateurs, ils ont fait en sorte que il va y avoir des bons à la consommation qui vont être distribués, mais ça va être par tranche de revenus. Et ça c'est pas encore très très clair, mais a priori ça va être mis en place. Donc ça va soutenir aussi le rebond de la demande parce que la consommation est assez largement touchée et les budgets destinés typiquement à tout ce qui est vêtements et habillements sont considérablement réduits. Donc ces bons à la consommation vont permettre quand même au rebond d'être un peu plus intéressant. Ah, je ne sais pas si vous voulez que je parle. J'avais prévu de parler peut-être au point suivant de l'impact que ça a eu sur les. Eh bien, écoute, on enchaînera effectivement dès la question suivante. Alors à ce moment-là, je laisse la parole. Je te remercie beaucoup. Je laisse la parole à Hélène. Hélène, pour les États-Unis, sur la même question. Quelles sont les mesures prises pour aider la consommation et ou les retailers? Oui, alors forcément, les États-Unis il y a des mesures appliquées par le gouvernement, mais très peu par rapport à l'Europe. Déjà, les retailers ont pris leurs propres mesures. Hein. La première chose que tous les retailers ont fait aux États-Unis, c'est de réduire les coûts opérationnels, réduire les commandes, réduire les livraisons et aussi vraiment essayer de se concentrer sur l'online. Ça, c'était tous les retailers, spécialement les department stores, qui a fait des annulations assez drastiques sur les commandes pour les petites marques. Les retailers ont réagi très fort à la crise et très rapidement. Au même temps, les retailers, ils font aussi, il y a déjà une mentalité de promotion aux États-Unis depuis longtemps, mais forcément avec la crise, ça a été augmenté. Alors, il y a les promotions partout, qui fait aussi que le consommateur est un peu submergé de promotions pour l'instant pour pouvoir justement liquider l'été 2020. Il y a beaucoup de mesures faites par les retailers eux-mêmes pour essayer de survivre cette crise. Et après, il y a quand même le gouvernement qui a mis en place un petit pack pour aider comme j'ai dit tout à l'heure, pour aider les petits retailers à emprunter l'argent dans les banques. Mais finalement, ce système-là n'a pas beaucoup aidé les petits retailers, plutôt les plus grands retailers. C'est un peu compliqué. On n'a pas les mêmes aides qu'en Europe, aux États-Unis. Par contre, il y a aussi d'autres façons que l'industrie s'aide entre eux. Il y a aussi toutes les plateformes e-commerce comme Farfetch ou Shopify qui aident les plus petits retailers à vendre leurs produits chez Farfetch directement. Ils donnent accès à une plus grande clientèle via ces sites Internet. Entre les plateformes qui existent déjà et les retailers qui n'ont pas de plateforme online
poussé, il peut aujourd'hui profiter des plateformes comme Farfetch et Shopify pour mettre leur collection online. Et ça aussi, ça pose la question aussi par rapport aux grands magasins. Je sais que vous avez touché un mot sur les grands magasins. C'est vrai que les grands magasins a préféré garder garder les achats pour les grandes marques de luxe qui sont une stabilité, une sorte de qualité où ils se sentent confiants par rapport à leurs consommateurs. Et les petites marques, c'est là où je pense qu'il y a eu les plus d'annulations. Par contre, on voit quand même que nous, on a parlé avec beaucoup de retailers et aussi les plus petits retailers. Et les retailers aux États-Unis qui ne sont pas les grands magasins, ils sont très envie de se différencier des grands magasins et de trouver justement les produits plus intéressants qui ne sont pas forcément des grandes marques pour proposer une offre différente. Et cette différenciation est encore plus importante aujourd'hui avec la crise par rapport à ce qui se passe dans les grands magasins. Très intéressant. Time up. Time up. Selon vous, quelles sont les évolutions? Quelles évolutions voyez-vous dans le comportement d'achat? Je m'adresse tout d'abord à Olivier pour le Japon. Alors, d'une manière assez étonnante, bon, déjà il y a une augmentation, ça c'est un peu un lien avec la réponse précédente, mais déjà on constate au Japon une augmentation du business du digital de 30%, donc à peu près j'imagine les chiffres qu'il y a à peu près dans tous les pays, je ne sais pas, les États-Unis et Chine, enfin Chine probablement encore plus. Beaucoup, alors au Japon, ce qui est très facile et qui fonctionne bien, c'est bien évidemment toutes les livraisons en interne. Les systèmes de UPS et autres fonctionnent très très bien, donc ça facilite énormément les achats sur Internet. Le problème, est-ce que ça va, on va aller plus sur Internet et moins dans les achats de boutiques au Japon et le visitorat dans les boutiques? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que c'est une nature chez les Japonais. On vit dans des petits appartements, les gens ont besoin de sortir. C'est un confinement qui est probablement plus difficile à vivre chez eux qu'il ne l'est chez nous. Donc, on va probablement revenir à sous quelle forme personne peut en parler aujourd'hui. Le Japon, c'est un peu paradoxal parce que on s'imagine que c'est un pays où tout ce qui est propreté médicale, distance sociale, tout ça est très bien réglé. Or, pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt un peu le contraire. Il y a des manques de masques au Japon en ce moment. Donc, il va y avoir, mais ce qu'ils n'ont pas réglé encore, d'après ce que j'ai lu, c'est le problème du flux dans les boutiques. Alors, comme il y a beaucoup de fashion building, comme je l'ai dit précédemment, c'est très compliqué. Il n'y a pas énormément de retail stores, comme aux États-Unis ou en France, de boutiques indépendantes. Donc, ils ont un vrai problème à régler le flux des personnes qui vont entrer dans ces fashion building. Nous, on a un problème en France avec les malls. Eux, ils ont ce problème-là, mais démultiplié. Il faut savoir que c'est le pays où il y a le plus grand nombre de grands magasins, le plus grand nombre de fashion building. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc, pour répondre à ta question, on ne sait pas exactement comment les comportements d'achat vont changer. On sait indiscutablement que les achats Internet ont augmenté. Mais je ne pense pas, et là c'est un avis personnel, qu'on viendra à du tout, ou même du 50% digital. D'accord, c'est très clair. Victor, je te pose la même question. Quelles évolutions vois-tu dans les comportements d'achat? Alors, dans les comportements d'achat, je commençais un petit peu à répondre là aux questions sur le chat. Ce qui ressort, c'est que le digital devient
ultra concurrentiel et assoit sa domination sur le retail classique qui est sous pression. On assiste à une véritable accélération des tendances là, du new retail, du O2O, etc. Donc, je vais vous faire un petit retour là, sur les différents fashion trade shows qui ont eu lieu au mois d'avril, parce que comme je vous ai dit, ça a redémarré. Et c'est les fashion trade shows qui sont donc en marge de la Fashion Week de Shanghai, qui sont un peu des moments clés, et d'ailleurs avec lesquels on travaille avec la fédération sur un des trade shows. Donc globalement, grosso modo, ces trade shows, ils ont été beaucoup plus petits, 20 à 30 marques qui exposaient, plutôt une centaine d'habitude. Il y avait moins de monde, mais le constat, c'est qu'il y a eu plus de nouveaux clients pour les marques. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a eu plus d'acheteurs aussi de villes des rangs 2 et 3. C'est aussi intéressant de noter le dynamisme de ces villes-là par rapport à la croissance du retail sur les villes de rang 1, qui sont un peu plus saturées. Il y a eu une constatation, c'est à peu près plus 30% de nouveaux multimarques qui ont passé des commandes sur ces salons. Donc, ça veut dire que les multimarques continuent à se développer en Chine de manière assez rapide. C'est intéressant aussi de savoir que ces multimarques ont globalement, en fait, si leur atout jusqu'à présent, c'était l'expérience client offline, ils ont dû se mettre à marche forcée au digital pendant la crise. Et ce n'est pas tout à fait satisfaisant de leur côté. Mais je vais y revenir après. Donc sur ces salons, il y a eu plus de commandes summer. Il y a eu aussi beaucoup plus d'achats de vêtements indoor que outdoor. Ça, c'est assez logique avec la crise. Globalement, au niveau des bailleurs, la fermeture des magasins pendant 2 mois, plus la peur d'une seconde vague, fait que leur budget sur salon a été grévé d'à peu près 30 à 50%, ce qui est assez considérable, et que face à la crise et à la baisse du pouvoir d'achat, ils recherchent des produits 10 à 30% moins chers que d'habitude pour compléter leur collection. Et c'est assez intéressant aussi de constater qu'ils recherchent des produits moins chers, notamment pour booster le flux online. Parce qu'en fait, les multimarques qui n'étaient pas présents ou pas trop présents sur le digital avant la crise, ils n'ont pas su en fait bénéficier réellement de l'opportunité que ça a créé le online pendant la crise. Donc en fait, avec des marques moyens haut de gamme qui ont des prix élevés, dans des villes de 2e ou 3e rang, où le noyau de consommateurs qui consomment ces marques moyens haut de gamme sont assez restreints. S'ils n'agrémentent pas leur collection avec des produits 10 à 30% moins chers pour créer du flux sur les initiatives digitales qu'ils font, en fait, ils ne s'y retrouvent pas. Donc là, on constate que ceux qui avaient déjà une présence online ont finalement ont une avance considérable sur ceux qui n'avaient pas démarré avant la crise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, aussi en ce moment, dans les acheteurs en Chine qui voyagent souvent en Europe et aux États-Unis et qui avaient prévu des budgets pour les collections européennes ou internationales, ont fait basculer leur budget sur des marques locales. Donc, ça bénéficie en fait aux designers locaux chinois. Même chose pour nous. Sachant que ces designers, donc on est dans une période de nationalisme en Chine où il y a une fierté d'acheter donc les designers et globalement les marques chinoises progressent en qualité, en style. Et cette crise, ça leur permet encore de reprendre des parts de marché ou d'être plus présentes là où c'était plus des marques internationales qui l'étaient auparavant. Donc le grand mot là sur les comportements d'achat, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est le live streaming, c'est le développement des plateformes WeChat, TikTok, Xiaohongshu. Donc là, évidemment, on est sur le Great Firewall, donc on n'a pas les Instagram, les Facebook, etc. On est sur un environnement digital unique. Et c'est les plateformes de e-commerce communautaire et les plateformes de e-commerce entertainment qui sont en train de littéralement exploser. C'est un nouveau style, c'est plus des Taobao Shop, c'est plus des Tmall Shop, c'est vraiment le e-commerce communautaire et le e-commerce entertainment. Plus 700% de live streaming là depuis le début de l'année, plus 150% de mini-programmes sur WeChat. Enfin bref, c'est vraiment ce secteur-là qui est en train de tirer son épingle du jeu et c'est là où les marques et les retailers se développent et mettent tout leur budget.
Merci beaucoup. Hélène, je te pose la même question. Quelles évolutions vois-tu dans les comportements d'achat pour les États-Unis? Alors, c'est très intéressant pour la Chine, parce que forcément, c'est un pays qui est très en avance par rapport au reste du monde sur l'online. Et pour les États-Unis, pour l'instant, on en parle beaucoup, mais on n'a aucune certitude, on n'a aucune chiffre. C'est vraiment des tendances par rapport à ce qu'on pense peut se passer là-bas. Forcément, pour l'instant, tout se passe online et c'est très... la vente est vraiment en baisse, comme j'ai dit au début, sur l'accessoire et la mode de 50%. Mais par contre, nous, on pense que chez Lambert, ça doit être aussi une petite opinion personnelle ici, que par rapport à ce qu'on retire des conclusions des grands magasins, des retailers et les professionnels de la presse, on voit qu'il y aura vraiment une tendance des consommateurs qui veut aussi avoir quelque chose de différent. Bien évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer online et que le consommateur va acheter plus en plus online, mais personnellement, je crois beaucoup que le consommateur aura toujours besoin quand même d'aller dans les magasins et vivre une expérience. Seulement, cette expérience-là doit être encore plus incroyable, flagrant, vraiment donner une envie de se déplacer. Mais on a tous besoin d'une human contact, d'un contact humain et pas que être derrière notre ordinateur. Ça doit quand même continuer de vivre. Et peut-être, nous, on pense après cette crise où on est tous chez nous, le consommateur aurait envie de passer à l'extérieur et aurait envie d'aller dans les magasins et trouver quelque chose différent. Et c'est sur cette différenciation qu'il faut vraiment jouer dans l'avenir pour le consommateur. Parce qu'on sait tous que les grands magasins ont une offre incroyable de produits de luxe et c'est des univers vraiment incroyables. Mais là où les petits retailers peuvent jouer cette différence, c'est justement proposer une mix de produits qui sont très différents. Et c'est comme ça qu'il y a la place pour les deux. Et les consommateurs, ils auraient besoin de se différencier avec la crise. Ils ont besoin de trouver des nouveautés. Donc, nous, on croit beaucoup qu'il y a quand même des choses qui vont se passer par rapport à un changement dans le consommateur où même les gens vont avoir envie d'aller à l'extérieur et vivre des expériences dans les magasins. Forcément, aux États-Unis, il y aurait un peu moins d'achats, une façon, parce que là-bas, encore une fois, il y a eu moins d'aide de l'État. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même perdu leur travail. Sur le pouvoir d'achat et en réduction, c'est sûr. Mais il y a aussi une communauté qui a beaucoup d'argent au même temps aux États-Unis qui continue de vouloir acheter et vivre ces expériences. Mais il faut encore voir, peut-être tu peux vous dire plus dans une semaine quand le marché va ouvrir sur ce point-là. D'accord. Bah, écoute, c'est très clair. Alors, question que tout le monde se pose et on craint la réponse. Olivier, penses-tu que dans les prochains temps, les acheteurs internationaux viendront à Paris? Alors, sous réserve, parce que je pense que pour répondre à cette question, il faut mettre un sous réserve qui est valable pour le monde entier, j'imagine. Sous réserve de déconfinement, sous réserve d'autorisation de voyage, sous réserve des mesures prises dans les showrooms ou dans les salons, les mesures sanitaires qui seront pour protéger les visiteurs aussi bien que les exposants, sous réserve de la gestion du flux des visiteurs dans les salons. On estime, j'ai eu plusieurs fois la conversation, donc on imagine à peu près qu'on part sur un potentiel d'à peu près 50% de clients japonais qui viendraient si bien évidemment les points que j'ai exposés juste avant sont respectés. Ça, c'est à peu près ce qu'on en sait. J'ai encore une fois interrogé aussi bien des distributeurs que des achats de grands magasins
que des acheteurs de grands magasins, que des retailers, et on est à peu près sur les mêmes, et les Shosha, bien sûr, avec qui je travaille, et on est à peu près là-dessus. Je vais reprendre un petit peu la même information que sur la Chine, à savoir qu'aujourd'hui, pour ce qui est des achats online, il va y avoir, pour ce qui est des achats, de la typologie d'achat, il y a également au Japon, il va y avoir une forte concentration d'achats sur les marques locales. Ça, c'est un trait commun avec la Chine et qui est au jour d'aujourd'hui confirmé. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Je répondrai en même temps à la prochaine, un petit peu, j'avance sur la prochaine question dont on va discuter. Ça sous-entend que quand ils vont venir en France, ils vont vouloir, il faut savoir qu'ils ne viendront pas 2 fois. Hein, je ne pense pas. On pense que ça va être sur septembre. Après, c'est les grands salons et la Paris Fashion Week qui doivent se mettre d'accord entre eux. Mais aujourd'hui, on a l'air de s'approcher vers une opération sur septembre. Encore une fois, si les conditions sont réunies. Je ne pense pas, d'après ce que je sais, qu'ils viendront 2 fois. C'est-à-dire que s'ils viennent 1 fois, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire que ce sera probablement sur la place de Paris. Donc, il faudra une place de Paris qui soit très forte. Ils iront peut-être une journée à Milan. Éventuellement, je ne sais pas ce qu'il en est pour Hélène, pour ses clients, mais je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à faire le tour de l'Europe. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais on est à peu près, voilà, ce sera intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. C'est à peu près ce que je peux dire pour répondre à ta question, Anne-Laure. Oui, ils viendront, mais avec des conditions et tout à fait particulières. Au Japon, c'est par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose en Chine ou aux États-Unis, mais on est largement soumis à la décision des assurances. C'est-à-dire que si le gouvernement japonais émet un avis négatif, les assurances émettent un avis négatif et les acheteurs n'ont plus le droit de voyager. Je ne sais pas si c'est la même chose en Chine ou aux États-Unis. Donc oui, ils viendront probablement. Oui, de toute façon, on ne peut pas passer… les online showrooms sont très importants. Les jours, et autres sont extrêmement importants. Mais je ne pense pas, moi, en tant qu'acheteur, je ne sais pas ce qu'il en est pour Hélène avec ses acheteurs, mais je vois mal un acheteur passer 8 heures sur un écran pour aller choisir des collections. À un moment, je pense qu'au bout du 3e jour, il va être un petit peu fatigué. Donc, il y a ce besoin de rééquilibrer les choses entre le online et le offline. Et pour ça, il va falloir évidemment qu'il se passe quelque chose à Paris. D'accord, très clair. Effectivement, il existe des plateformes en ligne, donc tu as cité Jour, il existe le New Black, il existe Playology. Hélène nous évoquera également le dispositif qu'ils mettent en place avec Lambert et Associés. À la limite, Hélène, je vais te passer la parole d'ores et déjà et on finira sur cette question par la Chine. D'accord. Alors, oui, je suis assez d'accord avec Olivier sur l'ouverture et si les acheteurs viendront. Oui, je pense que c'est très important, comme vous dites, Olivier, de regrouper les salons, le Fashion Week et avoir one event parce que sinon, ça va être vraiment… on n'aurait pas les acheteurs qui vont se déplacer 10 fois par an, ça c'est sûr. Et même ces dernières années, les acheteurs, ils ont eu seulement une saturation des déplacements. On a été, par rapport à 2015, où on avait peut-être des acheteurs 4 fois par an. En 2018, on avait les acheteurs tous les mois, parce que les collections, c'était tous les mois, des pré-collections. Alors tout ça, forcément, on ne peut plus suivre à ce rythme-là. Et de toute façon, même avant le coronavirus, ça commençait d'être très compliqué. Il y a des questions à se poser par rapport à qu'est-ce qu'on veut offrir aux acheteurs pour rendre leur vie plus facile et pouvoir voir le maximum de choses quand ils sont en Europe.
Paris a toujours été le leader sur le marché en Europe. Il faut dire que Londres, toutes les collections à Londres, ils viennent de toute façon à Paris. Toutes les collections des États-Unis, ils viennent tous à Paris. Et toutes les collections de Milan aussi commencent à venir à Paris. Alors, Paris est vraiment devenu le centre de recrutement et centralisation de la mode. Mais forcément, il y aurait toujours un besoin de aussi aller à Milan. Nous, on pense que il faut savoir pour les grands magasins avec qui on a toujours travaillé, normalement, il s'est déplacé à 30-35 personnes à Paris pour un Fashion Week. Forcément, en septembre, je ne pense pas qu'ils vont se déplacer à 35 personnes, ça c'est sûr. Mais ils vont peut-être prendre 3 à 5 personnes qui vont se déplacer pour justement avoir, comme vous dites, Olivier, cet contact avec les collections. Et c'est impossible de faire un achat et passer à collection avec des FaceTime si on doit acheter 100 collections en Europe. À la fin, on ne sait plus. En plus, il y a un problème de sizing, qu'on n'a aucune main dessus. Alors, c'est trop compliqué. Ils sont obligés de se déplacer, spécialement maintenant, je parle des grands magasins qui peuvent se déplacer si l'assurance le permet, forcément. Et des retailers, vraiment, les plus grands retailers peuvent aussi se déplacer. Quand je dis retailers, je parle des multimarques, les plus petites structures. Mais il y aura beaucoup moins de personnes qui se déplacent, ça c'est évident. Et évident qu'il faut utiliser une autre façon de rendre la Fashion Week virtuelle aussi, en plus. Il y a plein de choses à faire, à réfléchir ensemble pour que Paris reste vraiment le centre de cette Fashion Week dans le monde, je pense. Et des opportunities aussi qui seraient intéressantes à faire ensemble. Excusez-moi, juste une seconde, j'ai une question à poser à Hélène. Est-ce que dans ces discussions qu'on a là, et puisque nous apportons le retour client, enfin le retour client grand export, est-ce que il n'y aurait pas aussi intérêt à faire, et je ne pense pas que ce soit à nous de le faire, mais à ce que les grands showrooms nous rejoignent sur cette vision. Parce qu'aujourd'hui, on a les salons d'un côté, on a la Paris Fashion Week de l'autre, et puis il y a un groupement de très grands showrooms qui, pour nous, sont extrêmement importants. Oui, Tomorrow Showroom, Rainbow Wave. Oui, voilà, tous les grands showrooms parisiens, français ou étrangers. Je pense que là, il faut une vraie coordination de tout le monde. Oui, bien sûr. C'est très important, les showrooms. Je voyais justement qu'il y avait Thomas Dufour sur cette… Oui, Thomas est là. Bonjour Thomas. Et c'est extrêmement important parce que les showrooms sont clés pour les acheteurs. Et il faut qu'il y ait une visibilité, une virtual visibility sur l'ensemble, pas que les salons et la Fashion Week. Oui. Et ça, c'est ce qui fera probablement la force de Paris et le fait que nos clients concentreront leurs achats sur Paris. Ouais. Effectivement, sachant que, également, ce que vous avez signalé et qui est très juste, que les équipes vont être largement réduites. Les équipes d'acheteurs vont être réduites. Là où ils venaient à 6 ou 7, ils viendront à 2 ou 3. C'est ça. Et c'est là pour un temps limité. Exactement. Et c'est là aussi, leur temps sera limité. Ils vont se concentrer sur les marques avec qui ils travaillent déjà. Et les grosses marques, LVMH et Kering. Le temps pour découvrir des nouveautés et tout ça serait vraiment limité. Et moi, je vais revenir sur ce point-là parce que Lambert & Associates, on a travaillé sur une plateforme justement pour permettre aux acheteurs internationaux de se préparer en amont de la visite pour découvrir les nouveautés. Mais je peux revenir dessus à la fin pour la dernière question, peut-être. Absolument, avec plaisir. On va maintenir le suspense. Ouais. Victor, pour la Chine, je te repose la question. Penses-tu que les acheteurs internationaux, donc les acheteurs chinois en l'occurrence, viendront dans les prochains temps à Paris? Tu as commencé à donner un petit peu la réponse, mais… Oui, tout à fait. Je vais reprendre les mêmes éléments. Les acheteurs chinois on voyage bien volontiers en Europe et à Paris et tout particulièrement plusieurs fois par an. Nous-mêmes, lorsqu'on bosse avec des marques françaises pour trouver des débouchés en Chine, ça nous arrive très souvent de faire des rendez-vous à Paris parce que les acheteurs avec lesquels on les met en relation se déplacent tous les 3-4 mois. Voire plus, encore plus les grands départements, les Joyce, Lane Crawford, SKP, IT, ils se déplacent très régulièrement et les plus petits showrooms aussi.
Le truc, c'est qu'ils vont avoir un temps limité et des équipes réduites. Donc, ça va être plus difficile pour les marques qui nous écoutent de capter leur passage. Et puis, le gros sujet, c'est de toute façon les interdictions de voyager. Pour le moment, on a quand même assez peu de visibilité. On a l'espace Schengen qui est fermé. En Chine, c'est simple, depuis le 28 mars, aucun étranger peut rentrer sur le territoire chinois. Moi-même, je suis bloqué à Paris depuis un certain temps parce que je ne peux plus rentrer à Shanghai, malgré le soutien des consulats et autres. Donc pour le moment, je pense que ça va être un décloisonnement first en Asie. Inter-Chine, ça va. Maintenant, on peut rebouger dans les différentes régions de Chine. Après, ça va être l'Asie. Et dans un troisième temps, ça va être le monde. Mais pour le moment, juste pour votre info, pour ceux qui ont du business en Chine et qui avaient prévu de se déplacer dans les semaines et mois qui viennent, l'interdiction est catégorique pour le moment et elle va être réétudiée, donc soit reconduite, soit réévaluée à compter du 15 mai. Donc on en saura plus au 15 mai, mais jusqu'au 15 mai, là, c'est simple, on ne peut même pas monter dans un avion à Roissy pour aller en Chine. D'accord. D'accord, donc je vais repasser, merci beaucoup Victor, je vais repasser la parole à Olivier pour la dernière question. On va essayer de se garder également du temps pour les questions en chat. Donc Olivier, quels sont alors avec de grandes réserves étant donné la situation, l'évolution en temps réel de la situation, quelles sont selon toi les perspectives à imaginer pour le Japon? C'est très difficile de répondre. Vraiment, on pense que il y a un point sur la typologie de produit, en fait. Ce qu'on sait, ce que je vais dire est malheureusement réel au jour d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère me tromper, mais il est à peu près sûr que, au vu du caractère des Japonais, des clients japonais, ils iront sur des marques occidentales, sachant qu'à peu près 50% vont être des marques locales, d'achat sur des marques locales ou chez des distributeurs. Ils iront sur des marques qui ont déjà un business. C'est un peu là où on est probablement différent des États-Unis. On ne va pas aller à la recherche de nouveaux produits ou de marques émergentes, à mon grand regret. Alors, tu sais combien c'est un point qui me touche, qui me tient à cœur de pousser les jeunes marques. Mais là, j'ai peur, en étant extrêmement réaliste, qu'on aille sur des marques qui ont déjà un business au Japon et les distributeurs japonais vont vouloir se rassurer. C'est un peu dans leur caractère, c'est dans leur esprit, c'est dans leur ADN. Je ne suis pas sûr qu'ils prendront beaucoup de risques, peut-être à la différence des États-Unis, ce qu'Hélène va nous expliquer dans 2 minutes. On sait que ce sera probablement des produits avec probablement plus de l'accessoire, probablement plus du lifestyle, probablement plus pour ce qui est de la mode, des produits avec des produits, des collections qui soient plus fortes. Les parties plus fortes, ce sera probablement plus de l'été parce que les Japonais nous ont déjà expliqué qu'ils gardaient le printemps en stock pour le ressortir l'année prochaine. Voilà à peu près. On sait qu'il y a eu sur le online un plus 39% d'achats sur les marques sportswear. Ça, c'est intéressant parce que on va un peu plus, je ne sais pas qui parlait, Victor, je crois parlait tout à l'heure du indoor, du sport, donc tout ce qui est les marques sportswear, les collabs, les sneakers, les t-shirts, voilà. On va beaucoup plus là-dedans, c'est peut-être là-dessus qu'on ira sur les achats import, disons si on devait parler de nouveautés. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'aimerais bien en savoir plus. Affaire à suivre. Victor, pour la Chine, je te pose la même question. Quelle perspective vois-tu par rapport à ton marché? Je vais reprendre
tout de suite ce que disait Olivier. C'est vrai qu'en Chine, et je pense que c'est pareil aux États-Unis ou au Japon, il y a vraiment une grosse domination en termes de niveau de croissance des ventes sur le sportswear. Et on le voit même dans la rue, les Chinois sont particulièrement friands du style sportswear, même dans le cadre de rendez-vous pro, quoi. Donc c'est, je pense aussi une tendance à capter. Pour ce qui est des perspectives, je pense qu'il va y avoir du conservatisme. Je pense que la plupart des acheteurs vont effectivement continuer, consolider les marques françaises avec lesquelles elles avaient déjà initié des commandes. Je pense que ça sera peut-être plus frileux pour aller tester des nouveaux produits, des nouvelles marques, etc. Donc, il va falloir peut-être patienter avant de pouvoir à nouveau les convaincre de prendre de nouveaux produits. Et autre remarque, c'est donc là, la Chine est le premier grand pays à repartir, à redémarrer, avec finalement un des trépieds de sa reprise, qui est le reste du monde, qui est encore inexistant. Et je pense que le deuxième semestre va repartir très très fort. Et c'est aussi là, et on va voir comment évoluent les interdictions de voyager, on va voir comment évolue tout ça. Mais je pense qu'il faudra se rendre sur place et essayer de capter ces opportunités. Donc nous, notre équipe, on va essayer de remonter le plus possible et de clarifier les choses, de faire remonter les opportunités. Il faudra voir comment les trade shows, les showrooms s'organisent au deuxième semestre. Mais je pense que ça vaudra le coup pour les marques qui ont les reins solides et le budget pour de venir faire un tour au deuxième semestre en Chine. Donc en fait, c'est un peu paradoxal ce que je dis, c'est qu'il y aura du conservatisme, mais en même temps, il y aura des opportunités. C'est un peu étrange. Si je peux, avant de laisser la parole à Hélène, excuse-moi, je voudrais juste rebondir sur ce que Victor vient de dire. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que s'il y a la possibilité, alors peut-être un peu plus tôt au Japon qu'en Chine, mais s'il y a la possibilité d'aller au Japon pour présenter les collections, allez-y. Allez-y, parce que tout ce qu'on a dit précédemment, à savoir le temps réduit de présence en Europe, les conditions quand même assez particulières, est-ce qu'ils peuvent voyager, est-ce qu'ils peuvent voyager, je pense au Salon Mode in France, par exemple. Si vous avez la possibilité d'y participer, participez-y. C'est très clair. On en a parlé déjà plusieurs fois avec Anne-Laure. Anne-Laure, je peux rebondir sur cette question, enfin, sur ce thème. Oui, ouais, vas-y, nous donnerons la parole. Pardon. Vas-y, Hervé. Oui. Ça concerne surtout la Chine et le Japon. Il est clair que nous, on a une opération au Japon, Mode in France, que Olivier connaît bien. Il y a de fortes chances qu'on décale cette opération à mi-octobre. Notre conseil aux marques qui viendront sur cette opération, c'est peut-être de venir avec leur collection d'été 21, bien sûr, mais peut-être avec un petit 30% de collection hiver livrable rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu la même question pour la Chine, hein, puisque ce sera mi-octobre. Je ne suis pas sûr, Hervé. Je n'entends pas. Je ne suis pas sûr. OK. Bon, on peut en rediscuter si tu veux, on s'appelle, mais je suis pas sûr. OK. Idem, Hervé. Il faut qu'on regarde tout ça. La situation évolue vraiment tellement fortement et rapidement. Je pense on peut probablement organiser tout un webinaire à ce sujet-là par la suite. Je me permets, je fais un peu timekeeper. Je voudrais quand même prendre le temps. Je vois que le temps file. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été répondues en direct sur le chat. Toutefois, je voudrais avoir la réponse de Hélène sur les USA pour ma dernière question qui est quelles sont les perspectives que tu vois sur les États-Unis. Je crois que
vous avez chez Lambert imaginé une formule. Est-ce qu'on peut lever le suspense et est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors effectivement, chez Lambert, on est en train de lancer un outil qui va s'appeler The Style Pulse, la sensation du style en français, je ne sais, et qui permet aux acheteurs dans le monde entier, grands magasins comme multimarques, d'organiser leurs achats en amont. On a vu que, bien évidemment, il y a des super plateformes qui existent déjà, comme Jour et autres, et tout ça, qui traitent les commandes et le supply chain. Mais il n'y a pas de plateforme qui vraiment fait une sélection des experts et qui voient les produits et qui identifient les produits à voir à Paris, à Milan et à Londres. Et nous, sur The Style Pulse, on a 2000 marques qu'on va avoir sur cette plateforme-là qui va regrouper une sélection de Lambert pour les retailers dans le monde entier. Que nous, on a vu, on a écrit dessus avec notre point de vue et qui donne vraiment dans une plateforme toutes les tools qu'un acheteur a besoin pour prendre une décision s'il a envie de voir la collection. Parce qu'avec tous les retailers avec qui on a parlé depuis longtemps, on voit souvent qu'ils utilisent Instagram, Google, les showrooms. Et en fait, il y a tellement d'informations, tellement de saturation, mais il n'y avait pas one seul tool qui regroupe tout ce qu'il en besoin. Photo, line sheet, wholesale prices, distribution, toutes les choses qui permettent aux retailers d'aller vite et dire je suis à Paris 2 jours, mais je veux voir telle et telle marque. Et c'est aussi pour permettre aux plus petites marques de se faire entendre et être découverts et que les retailers peuvent déjà mettre dans leur scheduling les marques qu'ils souhaitent voir avant de venir à Paris. Et sur cette The Style Pulse sur lesquelles on est en train de communiquer, on aurait aussi la possibilité d'organiser du remote buying. Alors, je ne sais pas comment on dit ça, l'achat en distance, et aussi faire des vidéos avec des marques pour montrer la collection. Donc, on essaye de répondre à un besoin qui est exactement pour l'instant un vrai besoin des retailers sur le Style Pulse. Voilà. Je vous dirai plus avec les communications qu'on va faire dans les semaines à venir. Mais juste aussi pour les dernières questions d'Anne-Laure aussi par rapport à la nouvelle façon ou comment ça va être dans l'avenir. Je pense quand même que nous, avec les retailers avec qui on a parlé aux États-Unis, quand ils vont ouvrir, il va vouloir avoir envie de nouveautés. Et il va vouloir avoir accès aux marques tout de suite et même des marques qui peuvent livrer du pre-fall dans 4 semaines. Pour justement toutes les commandes qui ont été annulées parce qu'on ne savait pas où on allait, mais tout d'un coup, ils se trouvent avec les magasins qui vont rouvrir là le 14 mai avec un stock pas très intéressant, pas avec des nouveautés. Alors, il y aura un vrai besoin de nouveautés immédiates. Je pense que ça va arriver, une demande par rapport à ça. On suit ça de très près. On sait qu'il y a beaucoup de marques, qu'il y a beaucoup de stocks. Alors, c'est possible de réagir assez vite par rapport à cette demande qui aura peut-être lieu. Et en même temps, forcément, je pense qu'il y a un autre facteur qui est très important pour les marques dans l'avenir, et je m'adresse plutôt, encore une fois, aux plus petites marques, forcément que les grandes marques de luxe qu'on connaît tous. Mais les petites marques, il faut absolument créer cette expérience avec les marques et créer du storytelling, parce qu'on parle beaucoup de online, on parle beaucoup que les marques doivent survivre, mais si on fait plus de storytelling et crée plus de vidéos et plus de connexion avec les marques en direct, qui permet aussi aux retailers de montrer le storytelling d'une petite marque en France dans l'atelier, et on découvre cette histoire et on les met plus en disposition, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le digital et on n'est qu'au début. Oui. Et tout pareil pour la Chine. Pour nous aussi. Parfait. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Hervé, merci aux intervenants. Hervé, je vais te laisser prendre la parole sur les éventuelles questions qui restent en suspens sur le chat. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a répondu beaucoup en live sur le chat aux différentes questions? Est-ce qu'il reste… Il y a une question sur laquelle il n'y a pas eu de réponse, mais c'est compliqué puisque les magasins ne sont pas réouverts ni au Japon ni aux USA. C'est une question qui a été posée sur quelles sont les mesures prises par les magasins qui ont réouvert. Donc, il n'y a que la Chine, je crois, qui peut nous répondre pour savoir qu'est-ce qui se passe
Au niveau des petits magasins, comment ils s'organisent? Au niveau des masques, au niveau des… Alors, en Chine, tout le monde est très bien équipé en masques et en produits hydroalcooliques. Donc, il n'y a pas de restriction depuis la réouverture et la fin du confinement de flux dans les magasins ou quoi que ce soit. Alors, il y a des prises de température absolument partout. Donc là, s'il détecte une personne qui est suspecte, il ne peut plus se rendre dans les lieux publics. Mais il n'y a pas de restriction des flux. Juste prise de température et partout des masques et du gel à disposition pour les gens. Ok, merci. Et Japon, USA, c'est pas réouvert, mais est-ce qu'on sait s'il va y avoir une législation sur la prévention Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, indiscutablement. C'est pas défini encore parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la même typologie de building, c'est pas la même typologie de magasin. Encore une fois, il n'y a pas énormément de retail store, independent retail store, il n'y a pas énormément de boutiques dans les rues, donc c'est compliqué. On n'a pas, il y a aucune, moi j'ai lu aucune information, Hervé, là-dessus. Je pourrais te dire au fur et à mesure. Une chose est sûre, et je rejoins Victor, c'est que on parle beaucoup des masques, on parle beaucoup des gels. Il faudrait aussi se préoccuper des thermomètres, parce que je pense que les thermomètres vont, comme souvent l'Asie est un bon exemple, notamment la Chine, il l'a démontré, les thermomètres frontaux, ça va être notamment pour les salons, pour les événements où il y a un peu plus de monde, je ne parle pas des boutiques, mais peut-être des choses à inclure dans le package des mesures de sécurité. Ok, merci. Apprenons de la Chine et Hong Kong, par exemple, où tout se passe bien pour l'instant, alors que les gens vivent les uns sur les autres. Et de Taïwan surtout. Et Taïwan, oui. Taïwan. En Chine, à l'étape supérieure, ils ont commencé avec les prises de température frontales et maintenant ils ont mis des caméras thermiques partout. Donc il n'y a pas de perte de temps, les gens passent et ça sonne si quelqu'un a de la température. Visio, Bernard. Ah, je suis en visio. Ok, Hélène, je vous invite à couper les micros si vous n'intervenez pas pour le confort de tous. N'hésitez pas à couper les micros. Hervé, je te repasse la parole, pardon. Oui, et Hélène, sur les États-Unis, j'imagine que ça sera libre. Libre service pour tout le monde de rentrer dans les magasins, non. Il y aurait des mesures. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, ils vont ouvrir avec beaucoup aussi de possibilités de faire des drive-in. So, ils commandent en ligne et après, ils font un drive-in pour collecter les vêtements qui sont commandés directement dans les magasins. Et après, sur rendez-vous dans les magasins. Ça, c'est la première approche qu'ils font là le 1er mai. Mais après, ça serait comme tout. J'ai vu, par exemple, l'Italie qui est en train d'ouvrir. Ça serait pareil aux États-Unis où il faut faire la queue devant le magasin. Si on n'a pas de masque, on ne rentre pas. Ça va être comme partout dans le monde. On va rentrer dans les magasins avec des masques. Ok, et il y avait une autre question auquel Olivier m'a répondu, mais pas clairement. Vous nous dites que les acheteurs vont normalement, s'ils peuvent voyager, vont venir à Paris, mais ils ne viendront qu'une fois et pas deux. Ça veut dire qu'ils viendront, quand vous dites septembre, ça veut dire qu'ils viendront sur début septembre, qu'ils viendront sur la Fashion Week de fin septembre, début octobre. On ne peut pas répondre à cette question. Enfin, pardon Hélène, je te laisse répondre si tu veux, mais on ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il y aura… La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une Paris Fashion Week ou il n'y aura pas une Paris Fashion Week? Saint-Laurent, l'article sur Saint-Laurent d'il y a 2 jours est assez clair. L'article d'Armani il y a 1 semaine est assez clair sur ce qui a l'air de dessiner. Je pense qu'Hélène connaît mieux le monde de la couture que moi, elle pourra peut-être mieux y répondre. Mais… Non, mais… Pour l'instant, il n'y a pas de visibilité dessus, mais encore une fois, cette crise, ça nous fait beaucoup de réflexions. Est-ce qu'il faut l'organiser différemment? Il faut quand même l'organiser, le Fashion Week, par rapport aux besoins des retailers. Ça va avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un salon en septembre et un salon fin septembre. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut réagir par rapport aux besoins du marché. Et là, c'est sûr qu'il y a des vraies réflexions à faire par rapport à ça. Si je dois vraiment répondre à cette question-là, je pense qu'il y aura, pour les acheteurs dans la mode, forcément,
une plus grande besoin de venir fin septembre parce que c'est vraiment là où il y a le monde entier normalement qui présente les collections, que début septembre, on est plutôt sur les salons, on n'est pas sur la Fashion Week. Mais c'est difficile à dire. Hein. Hélène, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu dis. Dans ce cas-là, même si on va dire il n'y ait qu'une seule Fashion Week sur la fin septembre qui se cadre sur la Paris Fashion Week, qu'en est-il des salons comme Maison et Objets qui vont quand même aujourd'hui être des salons extrêmement importants parce qu'il va y avoir des achats de lifestyle importants? Absolument. Pour nous, c'est un marché très important, le home and lifestyle. Exactement. C'est des vraies questions. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais si on parle des grands magasins, ce n'est pas le même acheteur qui achète home and lifestyle et fashion. Donc là, mais si on parle de multimarques, ça peut très bien être le même acheteur, forcément, qui vend dans les deux, qui achètent pour leur retail store. Alors, malheureusement, c'est pas mon... Je pense que c'est une vraie réflexion pour les salons aujourd'hui de Paris, de se réunir et voir ce qu'on veut faire. Il y a aussi une autre réflexion par rapport à ça, c'est est-ce qu'on a besoin toujours de suivre les mêmes saisons qu'on a suivies dans le passé? Est-ce qu'on aurait toujours besoin d'avoir les pré-collections et les main collections? Est-ce qu'on a besoin plutôt d'être plus flexible et pouvoir adapter rapidement aux besoins des retailers? Il y aura forcément un changement dans le comportement d'achat des retailers. Ah là là, j'avoue que je vais être obligée de faire timekeeper encore une fois et c'est bien dommage étant donné le sujet qui nous concerne tous et qu'on souhaiterait suivre. Pardon encore une fois de devoir faire ce rôle de timekeeper. Avant de passer la parole à Mathias pour qu'il nous annonce la suite du programme, des différentes matinales et du programme sur Telegram, je voudrais vous remercier, vous les intervenants, et je voudrais passer la parole à Pierre-François Lelouette. Pierre-François, qui est le président de la fédération. Pierre-François, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci, un grand merci à tous nos intervenants qui ont accepté cet échange si riche ce matin. Merci à vous tous d'être branchés sur notre Telegram. On sait que l'export, l'international, c'est vraiment une question absolument indispensable pour l'avenir de la mode en France et de la mode française. Donc je pense que tous ces échanges ont été extrêmement riches. Vous savez que les échanges physiques le sont extrêmement importants, bien sûr. On sait aussi, où on en a beaucoup parlé, que la digitalisation de la commercialisation de nos marques de mode doit s'accélérer encore plus. Donc la fédération travaille sur un nouveau programme de subvention et d'aide pour les marques justement qui puissent intégrer cette dimension digitale. Moi, je voudrais juste conclure pour reprendre aussi Hélène, Olivier, ce que vous avez dit sur le storytelling des marques. Je pense que le storytelling des marques post-Covid ne peut pas être le même que celui que nous avions avant. Et que si ce sont les mêmes personnes qui créent, si ce sont les mêmes marques qui sont bien sûr toujours là, il va falloir bien sûr que tout le monde se réadapte à ce nouveau contexte et le fasse à la fois avec ses propres valeurs, avec sa propre identité, retrouver une singularité évidemment extrêmement importante, mais aussi effectivement l'adapter dans son offre de produits. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour toutes les marques et pour tous les acheteurs que vous représentez aujourd'hui et tous les professionnels que nous sommes. Mais sachez que nous sommes tous très mobilisés et que le souhait de la fédération et de son conseil d'administration, c'est de vous donner au maximum des informations en continu pour vous permettre, vous, chefs d'entreprise, managers, de prendre les décisions le mieux et le plus vite possible. Merci à vous tous, encore une fois. Et Mathias, quelle est la suite du programme? Alors, la suite du programme, c'est qu'on va continuer à discuter de tout ça parce qu'il y a encore plein de questions que je vois qui tombent sur... N'hésitez pas à les poser sur Telegram ou en direct à l'équipe, évidemment. La semaine prochaine... Non, ce webinaire a été enregistré
et on va le poster dans la journée sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à le faire circuler à vos équipes parce que je pense qu'il s'est dit des choses très intéressantes. Lundi, on fait un aparté sur Telegram avec Alexandre Fauvet, le président de Fusalp. Donc, ça sera sur la messagerie directement à 16h30. Et sinon, mardi, nous avons 2 webinars. Le matin à 9h45, donc une matinale de la mode qui fera le point sur les relations acheteurs et marques. Donc un peu la continuité de ce qu'on s'est dit, mais tourné sous un angle plus francophone. Et un webinaire exceptionnel à 13h30 avec Pierre-François et les équipes de McKinsey qui vont, ça sera aussi sur Teams, vous avez dû voir passer ça sur Telegram, et on fera un point sur les différents scénarios économiques et le New Normal. Voilà. Voilà pour le point, mais on continue à vous informer sur Telegram. Donc si vous n'y êtes pas, je crois qu'Anne-Laure a fait passer une newsletter encore hier où il y a le lien d'inscription. Il s'y passe beaucoup de choses très intéressantes. Voilà. Absolument. Sinon, n'hésitez pas à adresser un petit mail à communication@prêtaporter.com. Merci à tous. Merci encore une fois à tous nos intervenants. Et bonne journée à tous. Merci à vous. Et bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.